Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Juste un petit mot pour vous faire patienter encore 3 minutes. Nous attendons, 13 heures tout pile avant de débuter afin que tout le monde puisse se connecter, progressivement. Je vous ai normalement partagé, la première slide, avec le titre «Décryptons les étiquettes, notre rencontre santé de ce jour». J'espère que vous avez bien en visuel cette première slide. N'hésitez pas à indiquer dans le chat, au niveau de la conversation, si jamais vous avez des difficultés. À tout de suite. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 13 heures. Nous allons donc pouvoir débuter. Donc, je suis Clémence Tabanet, je suis diététicienne et responsable de projet en prévention, promotion de la santé au sein de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est donc moi qui suis en charge de réaliser ce webinaire autour de la question de la lecture des étiquettes alimentaires. Avant d'en rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une rapide présentation de ce qu'est la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Donc en fait, nous représentons en tout cas la Fédération nationale de la mutualité française au niveau de la région et pour cela, nous avons 3 missions principales. Celle de participer aux travaux et aux débats sur les questions de santé au niveau du territoire, celle d'animer et de coordonner le mouvement mutualiste également sur la région et enfin, notre troisième action, notre troisième axe est donc la prévention et la promotion de la santé pour laquelle je travaille. En quelques chiffres, la mutualité Bourgogne-Franche-Comté, c'est environ 50 de la population régionale qui est protégée. Nous avons plus de 7 300 collaborateurs mutualistes. Nous avons 310 services de soins et d'accompagnement mutualistes également sur l'entièreté du territoire, sachant que ce sont des chiffres qui datent de 2023, donc je n'ai pas les dernières données qui sont en cours de vérification. Sur la partie prévention, promotion de la santé, cela représente 670 actions sur l'année 2023, soit à peu près de plus de 8 900 bénéficiaires qui ont donc pu participer à nos actions de prévention. Et une note de satisfaction de 8,7 sur 10, donc de manière générale, une satisfaction plutôt élevée. Et nous en sommes fiers. Et d'ailleurs, à la fin de cette rencontre, je vous donnerai un lien avec justement accès à un questionnaire afin de pouvoir évaluer le webinaire d'aujourd'hui. Notre pôle prévention, promotion de la santé va se découper en différents thèmes et avec un programme également d'excellence. Donc, nos thématiques de santé prioritaires sont donc la santé mentale, la santé environnementale et la nutrition pour laquelle je vais intervenir aujourd'hui. Et nous avons également un programme d'excellence qui est le programme à destination des seniors et des personnes vieillissantes ou du coup, que ce soit des personnes vivant encore à domicile ou bien en institution, peu importe, la notion de senior, nous, elle s'applique à partir de 60 ans. Nous avons également des formations et nous avons également un pôle d'études et d'évaluation au sein de notre, axe de prévention, promotion de la santé. Donc voilà, c'était vraiment quelques mots assez rapides sur la présentation de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet qui sont les étiquettes alimentaires. Comme je l'ai indiqué dans la conversation, je vous remercie du coup de couper vos micros et de couper également vos caméras. Ça va permettre du coup d'améliorer la connexion et surtout, d'avoir, un environnement plutôt agréable sur la partie, sur les échanges. Les micros, créent généralement des échos, qui sont assez déstabilisants, pour les personnes. Je vais bien entendu vous faire participer puisque nous sommes là durant 45 minutes, mais je ne vais pas m'exprimer seule durant ces 45 minutes. Donc pour cela, je vais certainement vous, demander de participer, donc à l'aide du chat. Vous avez en haut normalement une petite bulle où il est écrit «Conversation» et cela vous donne du coup accès à la conversation de la réunion. Donc lorsque je vous poserai des questions, n'hésitez pas à écrire votre réponse au sein de la conversation. Ce webinaire est enregistré. Vous recevrez donc un lien permettant d'avoir accès au replay.
Nous allons aborder différents éléments aujourd'hui durant nos échanges. Tout d'abord, nous allons aborder de manière générale ce que l'on va trouver sur les étiquettes alimentaires. C'est ce qu'on appelle les mentions obligatoires. Donc, à quoi ressemble un emballage alimentaire? Quels sont les éléments que l'on doit retrouver obligatoirement? Où est-ce que ça se situe? De quelle manière c'est écrit? Et pourquoi on indique ces mentions-là? Ensuite, en deuxième point, nous allons faire un focus sur les produits light, allégés, puisque ce sont souvent des questions qui reviennent, de connaître un petit peu la différence, puisque aujourd'hui, les agroalimentaires utilisent quand même beaucoup le marketing et du coup, on peut se retrouver un peu en difficulté pour comprendre ce que c'est qu'un produit allégé, un produit sans sucre, un produit avec pauvre en sucre, etc. Donc, on fera un petit focus là-dessus. Durant ce focus-là, on parlera également des allégations nutritionnelles. Donc les allégations nutritionnelles, c'est par exemple un aliment qui est dit, riche en magnésium ou riche en fer, ce genre de choses. Et également les allégations de santé, comme par exemple certains aliments qui sont dits comme étant bons pour le cholestérol ou pour les maladies cardiovasculaires. Et enfin, le troisième point que je souhaite, partager avec vous aujourd'hui, c'est de faire un zoom sur le Nutri-Score. Ce fameux logo, que le service de l'État a déployé depuis maintenant quelques années, d'autant plus qu'il y a eu une petite mise à jour là depuis le début du mois de mars. Donc, voilà, je vais vous expliquer, quel est ce Nutri-Score, à quoi sert-il et comment du coup s'en servir au quotidien pour faire les bons choix en termes d'alimentation. Durant le mail avec le lien du coup pour avoir accès, à ce webinaire, je vous ai fortement invité à vous munir d'un emballage alimentaire. Donc je ne sais pas si vous avez eu, la possibilité d'avoir accès à votre placard et de prendre, voilà, que ce soit une boîte de conserve, un bocal, un paquet de céréales, un paquet de pâtes ou de riz, peu importe. Je vous invite à du coup, prendre, un emballage alimentaire à vos côtés afin de pouvoir du coup mettre en parallèle les éléments que je vais vous partager et les éléments que vous allez retrouver sur votre emballage. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse une petite minute, histoire de vous munir de cet emballage. Eh bien, c'est parti! Nous allons donc apprendre ensemble à décrypter les étiquettes alimentaires. Donc là, je vous ai mis une petite slide où on va retrouver, bah, justement un paquet de céréales et sur ce paquet de céréales qui a été donc, aplati, on va retrouver différentes mentions. Je vous propose de faire un petit tour au fur et à mesure, des mentions et n'hésitez pas donc à me poser vos questions sur le chat au fur et à mesure afin que je puisse du coup étayer mes réponses et le mieux répondre à vos besoins. Donc le tout premier élément que l'on va retrouver, c'est la dénomination de vente. La dénomination de vente, là, c'est très simple, c'est écrit céréales légères. Une dénomination, c'est vraiment l'élément indispensable qui va donc, nous donner, enfin en tout cas nous indiquer à quoi signifie le produit. Donc là, c'est très simple, ce sont les céréales. Ensuite, dans les mentions obligatoires, nous allons retrouver la liste des ingrédients. Donc généralement, elle est écrite sur les côtés ou bien sur le dos de l'emballage alimentaire. Très souvent, c'est écrit en petit, donc on a un petit peu de mal à pouvoir le lire facilement. Néanmoins, c'est une mention obligatoire. La totalité des aliments sont donc indiqués dans cette fameuse liste des ingrédients et il faut savoir qu'ils sont indiqués dans un ordre bien précis. En effet, les aliments qui sont indiqués en première intention, ce sont les aliments les plus représentés en termes de quantité. Au contraire, les aliments du coup qui sont en toute petite quantité vont se retrouver plutôt à la fin de la liste. Donc l'ordre d'écriture des aliments est donc un ordre décroissant par rapport à leur quantité. Il faut savoir que dans la liste des ingrédients, on va également retrouver les additifs et les arômes. C'est totalement obligatoire. Dans cette liste des ingrédients, on va également pouvoir parfois s'apercevoir des aliments qui vont être mis en valeur. Ils peuvent par exemple être en gras ou bien surlignés, soulignés ou encore mis sur une écriture un peu plus importante.
ce sont les allergènes. En effet, il y a une loi qui date maintenant de quelques années qui indique que les allergènes doivent obligatoirement être mis en avant dans la liste des ingrédients. Donc bien souvent, on va les retrouver soit en gras, soit soulignés. Enfin, dans cette liste d'ingrédients, on va pouvoir également, de temps en temps, observer des quantités qui sont indiquées. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que l'on ne retrouve pas la quantité de la totalité des aliments? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à l'indiquer dans la conversation. Alors, j'ai des personnes qui expliquent que c'est pour éviter de voler la recette aux marques, car parfois ce sont uniquement des traces, donc les quantités ne sont pas quantifiables. Certaines personnes se questionnent sur éventuellement un pourcentage minimum à respecter afin de lier la quantité. La réponse n'est pas encore verbalisée. N'hésitez pas à noter vos éléments de réponse. Alors, je n'ai pas encore la bonne réponse. Bon, pas d'obligation légale pour les plus petites quantités. Non, ce n'est pas ça non plus. Bon, je vais vous aider. En fait, les quantités qui sont obligatoirement indiquées au niveau de la liste des ingrédients, ce sont les quantités des aliments qui sont mis en valeur sur l'étiquetage ou dans la dénomination de vente. Là, par exemple, c'est seulement écrit céréales légères. Du coup, il n'y aura pas forcément de quantité obligatoire par rapport à la dénomination. Pour autant, on observe des framboises et des myrtilles dans ces céréales-là. Et donc, du coup, il est obligatoire sur ce paquet de céréales de noter la quantité de framboises et la quantité de myrtilles. Si par exemple c'était écrit céréales aux pépites de chocolat, il aurait été obligatoire de noter la quantité du chocolat. Donc vraiment, la quantité, elle est obligatoire uniquement pour les ingrédients qui sont mis en avant sur l'emballage alimentaire ou lors de la dénomination du produit. Pour le reste, les quantités ne sont absolument pas obligatoires. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous voyez un petit pourcentage, je pense par exemple, sur les pâtes à tartiner où il y a de belles noisettes qui sont sur, le paquet de la pâte à tartiner, et ben, vous allez avoir, le pourcentage des noisettes dans la liste des ingrédients, mais pour autant, vous n'aurez pas forcément le pourcentage des autres aliments. Pareil, on observe beaucoup de produits qui mettent en avant le fait qu'il n'y ait pas forcément, hem en tout cas, qui mettent en avant le fait qu'il y ait des huiles, plutôt des huiles végétales, type huile de tournesol. Dans ce cas-là, vous aurez obligatoirement le pourcentage ou le grammage de l'huile de tournesol, puisque ça a été notifié sur l'emballage. Donc voilà un petit peu les éléments que je souhaitais en tout cas vous partager sur la liste des ingrédients. Ensuite, toujours dans les mentions obligatoires, on va retrouver la quantité nette du produit. Donc là, vous pouvez le voir clairement, vous avez les 500 grammes. La quantité brute n'est pas indispensable. OK, il y a eu un petit souci, je vous repartage. Petit bug technique, pardon. Donc je disais qu'il y a eu donc la quantité nette du produit fait partie des mentions obligatoires, donc les 500 grammes. La quantité brute, quant à elle, n'est pas forcément obligatoire. Elle est de temps en temps mise en avant, mais ce n'est pas forcément une obligation. Donc c'est au bon vouloir des entreprises agroalimentaires. Enfin, sur les mentions obligatoires, nous avons les dates limites de consommation. Donc là également, petite question, n'hésitez pas à répondre sur le chat. Connaissez-vous les différences entre les différentes dates limites de consommation? Pour vous donner plus d'indications, je vais parler de DLC ou bien de DDM. Les réponses commencent à s'afficher. Excusez-moi, je ne trouve pas le chat. Alors, pour avoir accès au chat, ça va se situer en haut et vous avez une petite bulle où c'est écrit conversation. Ben, je ne l'ai pas, c'est bien le problème. Ça peut être en bas à gauche aussi. Ah, ça peut être en bas à gauche apparemment. Merci. À gauche, non, il y a le micro, la caméra. Je ne vois pas de boule.
Alors, en attendant cette petite mise à jour technique, vous avez été nombreux à répondre dans cette fameuse conversation. Donc, en effet, vous êtes plutôt au clair sur ces fameuses dates de limite de consommation. Je vous ai fait un petit récap ici. Donc, en effet, la DLC, ça va être donc la date limite de consommation. Elle est notifiée sur les emballages avec la mention à consommer jusqu'au. Et du coup, on est vraiment sur une date limite pour pouvoir consommer puisqu'il y a un risque pour la santé. Au contraire, à côté, on peut retrouver de la DDM, la date de durabilité minimale, et dans ce cas-là, on va l'observer sur les emballages avec la mention à consommer de préférence avant le. Dans ce cas, il n'y a aucun risque pour la santé, néanmoins, on a les qualités organoleptiques ou bien nutritionnelles qui peuvent être altérées. Donc la qualité organoleptique, c'est par exemple, si on reprend notre emballage de céréales, les céréales, c'est souvent quelque chose de croustillant. Là, peut-être les céréales pourront être un peu ramollies si jamais on dépasse la date de consommation. Pour la partie nutritionnelle, ça va être également la présence de vitamines, de minéraux, etc., qui peuvent être un petit peu altérés et donc le produit moins concentré en ces aliments-là. Mais il n'y a aucun risque pour la santé avec une date de durabilité minimale. Je vous ai parlé de ces 2 éléments, mais on a également une troisième mention au niveau des dates et ça concerne uniquement les œufs. Donc les œufs, on va pouvoir retrouver, sur eux une date de consommation recommandée. Donc là, on n'est pas vraiment sur une DLC ni sur une DDM, c'est encore autre chose, c'est donc une DCR et donc c'est une recommandation. Donc là également, on n'est pas sur quelque chose vraiment de limite, d'imposé, mais on est sur quelque chose qui va être recommandé, puisque peut-être que vous le savez, mais en tout cas, on parle de fraîcheur, on parle des œufs frais, etc. Ensuite, les œufs sont de moins en moins frais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de date précise sur le à consommer jusque comme les DLC, mais c'est plutôt quelque chose qui va être recommandé, sachant qu'il peut toujours avoir un risque au niveau des œufs, même si la date n'est pas passée. Alors, j'ai une question de Corinne qui me demande s'il est vrai que l'on va revenir sur ces messages pour éviter le gaspillage. Alors non, à ce jour, les dates de limite de consommation ne sont pas remises en question pour éviter le gaspillage. L'objectif est justement que les personnes les respectent le plus possible et ne jettent pas leurs produits, alors même que la date n'est pas encore passée. Par contre, dans les pratiques, donc moi, en tant que diététicienne et là, en tant que professionnelle de santé, je ne peux pas vous dire que vous pouvez consommer un aliment alors que la DLC est déjà dépassée, puisque comme je vous le dis, on est sur une date vraiment de limite de consommation et il y a donc un risque pour la santé. Néanmoins, il est vrai que dans les pratiques, les agroalimentaires mettent des dates très en amont, puisqu'ils se protègent en fait de tout risque de contamination. Donc bon, voilà, en pratique, on peut, être OK sur le fait qu'on peut légèrement dépasser cette date limite et que le risque pour la santé, il est relativement faible, même si voilà, je peux guère tenir ce discours-là de manière collective, devant vous, en tant que professionnel de santé. Mais personnellement, sur ma consommation personnelle, je les dépasse un petit peu. Et exactement, Guillaume, la date de durabilité minimale a remplacé la DLUO, date limite d'utilisation optimale, mais c'est en effet exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est toujours avec la mention à consommer de préférence avant le. Il faut savoir que ces DDM, date de durabilité minimale, sont fortement longues, sont très longues. Si par exemple, là, vous avez un petit pot d'épices auprès de vous, il y a quand même de fortes chances que cette DDM soit déjà dépassée. Donc en fait, l'épice va être relativement plus légère en goût, en tout cas moins forte en goût, mais ça n'a aucun risque pour la santé et du coup, on peut également continuer à la consommer, facilement. C'est rare quand même les personnes qui font le tri dans leur, bac à épices pour s'assurer que toutes les DDM sont à jour. Et généralement, on consomme tous, quelques épices, sèches, qui ont été dépassées. Si vous n'avez plus de questions sur les limites, les dates limites de consommation, on va continuer du coup sur les mentions obligatoires. Donc sur les autres mentions obligatoires sur nos emballages alimentaires, nous allons pouvoir retrouver l'identification de l'opérateur.
Donc l'identification de l'opérateur, là, vous l'avez, hop, sur la gauche, c'est écrit fabricant, importateur. Ça va être cette mention-là. Souvent, c'est une mention avec un numéro assez précis et on va également, à ce niveau-là, très généralement retrouver le numéro de lot de fabrication. Et alors, je ne sais pas si vous avez, déjà vu en magasin, mais de temps en temps, il y a des retraits de marchandises, des rappels de produits. Et ça va être du coup le numéro de lot de fabrication qu'on va rappeler en fait. C'est vraiment s'il y a un problème au niveau d'une marchandise qu'on va pouvoir se référer à ce lot particulier. Il n'y a pas de règle quant à l'établissement de ce numéro en fait, c'est que chaque entreprise, chaque, agroalimentaire va noter un numéro, de sa propre manière. La seule obligation, c'est que ce numéro soit présent sur le paquet si jamais il y a un souci et dans ce cas-là, si jamais il faut retirer, ce fameux lot, de la consommation. Vous allez également retrouver sur vos emballages la déclaration nutritionnelle. Il faut savoir que la présence de cette déclaration nutritionnelle date seulement de l'année 2016. Auparavant, la loi n'imposait pas aux industriels de pouvoir mettre ces informations nutritionnelles. Donc là également, je vous ai mis des petites informations supplémentaires. Hop. La déclaration nutritionnelle, elle est obligatoire et elle doit se faire à raison de 100 grammes ou 200 millilitres pour les produits liquides. Les valeurs nutritionnelles qui sont obligatoires, ce sont uniquement la valeur énergétique. Donc là, vous avez 2 lignes, du coup, en valeur énergétique. Vous avez soit les kilocalories, soit les kilojoules. Dans le commun du mortel, on a tendance à utiliser les calories, qui sont beaucoup plus compréhensibles que le kilojoule. Mais les professionnels, eux, utilisent plutôt les kilojoules dans leur calcul. Dans cette déclaration nutritionnelle est également obligatoire la présence de protéines, la présence également de glucides et dans les glucides, il est obligatoire de notifier les sucres. En effet, les glucides, on va retrouver différents glucides. On va retrouver des glucides simples et des glucides complexes. Et les sucres, en fait, ça va représenter le sucre blanc, les glucides donc simples. Mais c'est donc différent, ce sont donc deux glucides différents. Et quand on parle d'essayer de limiter un petit peu les produits sucrés, on parle bien du sucre et pas des glucides de manière générale. Des glucides de manière générale, par exemple, on va en retrouver fortement dans les pâtes et c'est une très bonne source d'énergie. Toujours dans cette déclaration nutritionnelle, on va également retrouver les lipides, ce qu'on appelle donc les matières grasses. Et là également, on va mettre en avant les matières grasses saturées, ce qu'on appelle les acides gras saturés. Donc, au même titre que les glucides, les lipides, il en existe de différentes sortes et ce sont vraiment les acides gras saturés qu'on va essayer de limiter dans notre consommation au quotidien. Et enfin, la dernière valeur nutritionnelle qui est obligatoire, c'est celle du sel. Donc, parfois, les industriels notent d'autres éléments au niveau de la déclaration nutritionnelle. Vous pouvez retrouver de temps en temps des vitamines ou bien certains minéraux. Parfois également, ils font un calcul sur 100 grammes, mais ils mettent également en avant sur une portion recommandée. Moi, je vous invite fortement à regarder, en tout cas si cette déclaration nutritionnelle vous intéresse, à regarder uniquement sur les 100 grammes, puisque la portion recommandée, en fait, c'est seulement une portion recommandée et ça ne signifie pas que l'on va consommer exactement ce grammage-là. Du coup, c'est moins représentatif que sur des normes de 100 grammes. J'ai une question sur ces déclarations nutritionnelles. J'ai donc Gladys qui me demande si c'est obligatoirement sur les produits industriels. Alors non, quand je parle d'industrie ou d'agroalimentaire, je parle en fait de tous les emballages alimentaires. Donc, que ce soit un emballage, type, paquet de pâtes, qui vient de l'industrie ou un emballage un peu plus artisanal. Pour les petits producteurs, généralement, en fait, ça ne sera pas forcément notifié sur leurs emballages, mais il y aura un lien peut-être avec un site où vous allez pouvoir retrouver tous les éléments nutritionnels, à ce moment-là. Et si je continue donc sur les mentions obligatoires, la dernière mention obligatoire va concerner l'origine. Et il faut savoir que l'origine, elle va être mise en avant de manière différente selon les denrées alimentaires.
Donc, de manière générale, l'origine sera notifiée assez largement, en fait, pour la totalité des produits. Il y a juste une indication qui est un petit peu différente, ça va concerner les viandes. En effet, pour les viandes, on va pouvoir avoir différentes façons de notifier l'origine. Lorsque l'on va utiliser le mot origine, par exemple, une côte de Pâques qui est origine France, l'utilisation de ce terme origine correspond bien au fait que le lieu de naissance, le lieu de l'élevage et également le lieu d'abattage vient de la France. Si jamais un de ces lieux est différent, alors la notification va être également différente. On va pouvoir, par exemple, retrouver né et élevé en France et abattu, je sais pas moi, en Pologne, par exemple. Et ces mentions, elles sont un petit peu diverses selon la viande. En effet, la viande bovine, c'est encore un peu plus précis, puisque la naissance, l'élevage et l'abattage peuvent avoir lieu dans des pays différents. Donc vraiment, la viande bovine, on va vraiment noter né, élevé et abattu. Pour ce qui est de la viande de porc, de mouton et de volaille, en fait, on va pouvoir utiliser seulement la mention élevé et abattu. La mention du lieu de naissance n'est pas forcément obligatoire sur les viandes de porc, de mouton et de volaille. Et en effet, l'origine, alors c'est pas exactement comme les pourcentages, ça concerne pas uniquement les aliments mis en avant sur le paquet. En fait, l'origine, les valeurs obligatoires, ça concerne vraiment les viandes. Pour le reste, c'est une loi, une réglementation qui est assez légère puisque la loi indique qu'il est important de mettre en avant les éléments principaux, les ingrédients principaux de l'aliment. Donc les ingrédients principaux, ça veut un peu tout et rien dire, c'est assez flou. Donc finalement, c'est un peu au bon vouloir, de l'industriel de noter, l'origine de tel ou tel aliment. Est-ce que vous avez des questions? Avant que je puisse passer à la suite, est-ce que vous avez des questions sur ces fameuses mentions, obligatoires, au niveau des étiquetages, alimentaires? Alors j'ai le quid du Yucca, et ben, je vous propose de parler de Yucca un petit peu plus tard lorsqu'on abordera le Nutri-Score. Ça fait relativement sens, d'en parler à ce moment-là. Et j'ai Françoise qui me demande qu'est-ce que les glucides complexes? En fait, les glucides, de manière générale, ce sont des sucres. Et comme je le disais, on en a des sucres simples, donc ça sera le sucre blanc de manière générale. Et les glucides complexes, ce sera des sucres qui seront un petit peu plus complexes, donc un petit peu plus longs à la digestion, comme par exemple les glucides que l'on peut retrouver dans des pâtes, du riz, des céréales, ce genre de glucides-là. J'ai Nadia qui me demande, comment savoir quelle valeur nutritionnelle il ne faut pas dépasser? Alors c'est très, très compliqué à savoir puisque ça va vraiment dépendre des produits, en fait. Il n'y a pas de règle absolue. Hem, mais là également, je pourrais vous répondre un peu plus précisément à cette question sur le Nutri-Score, parce que le Nutri-Score va nous permettre justement, de pouvoir, classer les aliments pour savoir s'ils sont un peu meilleurs ou au contraire un peu moins bons. Donc, avec les valeurs nutritionnelles, on peut, guère en fait, savoir si le produit est vraiment bon ou pas très, très bon. Mais par contre avec le Nutri-Score, on a déjà un repère. Alors avant de passer au Nutri-Score, je vous propose d'aller un petit peu plus loin, sur les étiquettes. Et là, j'ai une question. Je vous ai mis, différents, emballages de compotes et d'après vous, la réalité, en fait, c'est que dans ces différents emballages de compotes, il n'y a qu'une seule vraie compote. D'après vous, c'est laquelle? J'aurais dû mettre des chiffres pour vous aider à répondre. Donc vous pouvez soit m'indiquer le titre, complet de l'emballage ou bien, si vous le souhaitez, on peut se dire qu'en haut à gauche, c'est le numéro 1. Les pommes morceaux fondants, c'est le numéro 1. Les pommes nature allégées en sucre, en haut à droite, c'est le numéro 2. Le sans sucre ajouté pomme nature, en bas à gauche, là en 8 pots, c'est le numéro 3. Et enfin, le dessert fruitier pomme nature, en bas à droite, c'est le numéro 4. Ce sera peut-être plus simple pour vous repérer. Alors, j'ai pas mal de réponses qui s'orientent sur le numéro 3.
ou encore le numéro 4. Vos choix s'orientent bien sur le numéro 3 et sur le numéro 4 de manière générale. Eh bien, je suis désolée de vous dire ça, mais aucun de ces paquets ne fait référence à une compote telle quelle. C'était un petit piège. En effet, la notion de compote, je voulais vraiment vous mettre le zoom sur ce dessert-là parce que je ne sais pas si, comme vous avez déjà remarqué, mais lorsque l'on va dans une grande surface et que l'on va au rayon compote, il y a vraiment tout un univers qui s'offre à nous, avec des choses, plus ou moins farfelues, on va dire, et que ça va être très, très compliqué de nos jours de trouver une compote basique. La notion de compote, en fait, c'est tout simplement, un fruit avec éventuellement du sucre et quelques additifs éventuels. Donc notamment, souvent, on a de l'acidifiant qui est présent. Il faut que ce fruit soit cuit, il soit réduit en purée. Et là, dans les, différents emballages que je vous ai proposés, ce n'est pas tout à fait ces recettes-là. En effet, si on reprend du coup le numéro 1, donc le pomme morceau fondant, donc on sera bien sur des fruits cuits, mais ils ne seront pas réduits en purée puisqu'ils seront réduits et puisqu'ils seront en morceaux. Et je vous ai pas mis l'étiquette un peu plus précisément, mais on va retrouver, des autres ingrédients à part le fruit et ce fameux acidifiant ou éventuellement du sucre, puisqu'on va retrouver un petit peu de gélatine en fait pour amener un peu de texture à ce produit-là. Sur le numéro 2, donc la pomme nature allégée en sucre, d'après vous, pourquoi ou en tout cas à quoi correspond cette mention allégée en sucre? Alors j'ai une personne qui demande s'il y a éventuellement du stéviol. C'est une petite quantité de sucre ajouté. Une autre personne me dit: «Pas de sucre ajouté dans la recette, on n'a que celle du fruit». Ah! J'ai une personne qui a la bonne réponse. Alors j'ai pas le prénom de cette personne-là. Par contre, elle indique que cette notion allégée en sucre, ça signifie que la recette, elle est allégée en sucre par rapport à un dessert identique. Et en effet, c'est bien ça. La notion allégée en sucre, cela signifie qu'il y a quand même du sucre qui est ajouté. Néanmoins, il y en a un petit peu moins par rapport à un autre produit de référence. Donc généralement, lorsque on a la mention allégée en sucre, on a environ 30% de moins par rapport à un produit de référence. Et il faut savoir que c'est la même règle pour les produits qui sont dits allégés en gras. C'est exactement la même chose, que ce soit allégé en sucre ou allégé en gras, on est sur à 30% de moins par rapport à une valeur de référence. Et du coup, si je reprends du coup la numéro 3, là, la sans sucre ajouté que vous trouvez en bas à gauche, ça va être quoi la différence entre allégé en sucre et sans sucre ajouté? Ah là, on a les bonnes réponses. En effet, comme dit Geneviève et Gladys, dans cette recette, on va retrouver uniquement le sucre du fruit. Donc c'est bien ça, le sans sucre ajouté, on n'a pas le droit de rajouter du sucre, mais pour autant, il peut y avoir du sucre qui va être présent des aliments. Donc là, on a le sucre du fruit. Par contre, par exemple, sur un produit laitier, dans les produits laitiers, on a un petit peu de sucre également, donc on va pouvoir retrouver le sucre du produit laitier aussi. Et enfin, si je prends le dernier emballage, lorsque c'est écrit dessert fruitier, on pourrait croire en effet que ça s'apparente le plus possible à une compote, mais finalement ce n'en est pas une, puisque en fait, si on regarde un peu plus précisément, les ingrédients de ce dessert-là, là également, même si c'est pas mis en avant, mais en tout cas les pommes ne sont pas totalement en purée, réduites en purée. Il reste également des morceaux et du coup la présence de morceaux fait qu'on ne peut pas utiliser cette fameuse notion de compote. Ah et j'ai Charlotte qui demandait pourquoi du coup ce n'est pas une vraie compote puisqu'il n'y a pas de sucre ajouté. Parce que dans la législation de la compote, on est sur des fruits cuits en purée avec du sucre. Et si on enlève le sucre, on ne peut plus utiliser la législation de compote. C'est vraiment des termes techniques, vraiment des lois de la législation. On est bien d'accord qu'en pratico-pratique, je vous invite fortement à vous orienter sur ces produits, sur les sans sucre ajouté, puisque finalement,
Ce seront les meilleurs pour la santé parce que le fruit, voilà, il y aura le sucre naturellement présent dans le fruit et on sera tout simplement sur un fruit cuit, mixé qui est très qualitatif à la consommation. Et je vous ai mis également 2 autres emballages. Bon, j'ai, brouillé un petit peu les pistes avec, le la marque qui est cachée. Néanmoins, je pense que vous les connaissez, ils font quand même partie, des produits, que l'on connaît fortement, qui sont facilement repérables. Et pourquoi est-ce que je vous les ai mises en avant? Je vous les ai mises en avant tout simplement parce que, on observe de ce qu'on appelle donc des allégations nutritionnelles, sur ces, emballages ou en tout cas, même s'il n'y a pas d'allégations nutritionnelles qui sont notifiées sur l'emballage, on remarque que le marketing montre un produit qui nous paraît très qualitatif, mais qu'en est-il vraiment? Donc je vous ai mis un pot de margarine, c'est écrit donc dessus, 100 végétal. C'est un petit peu flou, mais on peut s'apercevoir, au-dessus que c'est écrit, riche en oméga 3, 6 et 9. On a également la mention, léger, 30 de matières grasses et on a également la petite étiquette, cardio et cholestérol. Alors j'arrive pas à lire parce que c'est vraiment très flou pour le coup, mais je crois que ça doit être écrit du genre que c'est adapté en cas de cholestérol ou de maladie cardiovasculaire. On est sur un emballage bleu. Il faut savoir que le marketing alimentaire avec la couleur bleue est souvent en fait orienté sur des produits dits santé, puisque la couleur bleue est une couleur relativement apaisante et qui donne confiance. C'est souvent, voilà, donc c'est souvent des produits qui sont utilisés, avec cette couleur-là. Donc sur cet emballage, on va retrouver différents éléments. On va retrouver, comme je disais, les allégations nutritionnelles, le riche, riche en quelque chose, source de quelque chose. Donc là, on remarque que c'est écrit que c'était riche en oméga 3, en oméga 6 et en oméga 9. En fait, cette notion-là, elle indique pas forcément quelque chose avec des preuves, c'est-à-dire qu'elle indique seulement qu'il y a une quantité significative par rapport à la portion. Donc sur une portion de ce produit-là, une toute petite portion en plus généralement sur la margarine, on aura une quantité significative d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9. Mais là également, hein, la partie, la mention significatif, en fait, c'est un peu propre à chacun et il n'y a pas de règle absolue en termes de quantité, de pourcentage. Et dans les autres mentions que l'on peut avoir, donc la partie cholestérol et cardio, on parle donc d'allégations de santé. C'est donc le lien entre une denrée alimentaire et la santé. Par exemple, on sait que le magnésium a tendance à réduire la fatigue. On sait que les oméga 3, ce sont des omégas qui sont protecteurs au niveau du cœur. On sait que la vitamine C a tendance à stimuler le système immunitaire. Donc à partir de là, en fait, il y a toute une liste d'autorisations qui fait le lien entre un produit et un bienfait au niveau de la santé. Donc là, très clairement, c'est vraiment le lien avec l'oméga 3 qui autorise cette margarine à mettre en avant le lien avec le cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Et du coup, bah forcément, quand on est présent ou en tout cas qu'on est à risque de cette pathologie, c'est plutôt vendeur pour la personne en se disant qu'elle va certainement acheter un produit très qualitatif et totalement adapté à ses besoins. Et je vous ai également donné un autre exemple d'emballage, donc qui est du pain de mie, donc de l'American Sandwich, du pain complet avec un Nutri-Score B. D'après vous, heu, est-ce que l'on va retrouver les bienfaits du complet dans ce type de produit? Alors je vois des réponses, des non, il y a beaucoup de sucre dans ce type de pain. Eh bien, en effet, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Sur ce type de produit et de manière générale sur tous les produits industriels, la mention complète indique qu'il y a forcément eu une partie de la farine utilisée qui est complète. Ça ne signifie pas que c'est de la farine 100 complète et il faut savoir que ce sont des produits ultra transformés, donc
même s'il y a un petit peu de farine complète, il y a eu tellement de procédés de transformation pour aboutir au final du produit que les bienfaits de la farine complète sont totalement détruits. Donc on est bien d'accord que c'est un petit peu mieux qu'un pain de mie 100% blanc. Néanmoins, on n'est pas sur un produit réellement complet avec donc tous les bienfaits du complet. Et du coup, là, je vais pouvoir introduire le Nutri-Score. Vous voyez, ce produit, ce pain de mie, il a un Nutri-Score B. Finalement, c'est quand même plutôt pas mal un Nutri-Score B. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On est dans une petite case verte. Et oui, pour répondre à Elisabeth, il est meilleur d'acheter du vrai pain complet que du pain de mie. Mais même du vrai pain blanc est plus qualitatif qu'un pain de mie complet, par exemple. En tout cas, nutritionnellement, ça sera beaucoup plus nutritif. Donc, que pensez-vous de ce pain de mie qui a un Nutri-Score B? Le Nutri-Score B donne confiance, ouais, on est bien d'accord. C'est plutôt vendeur, hein? C'est plutôt vendeur, ce Nutri-Score. Alors, le Nutri-Score, c'est un logo qui est donc complémentaire à la déclaration nutritionnelle, donc à ces fameux pourcentages en termes de protéines, de glucides et de lipides que je vous ai exposés tout à l'heure, afin en fait d'aider le consommateur à faire des choix éclairés dans sa consommation. Donc c'était je me souviens plus du prénom de la personne qui m'avait posé cette question de comment savoir si un aliment est plutôt adapté en matière de nutrition ou pas. Le Nutri-Score va pouvoir vous aider. Par contre, attention à ne pas s'y méprendre. Le Nutri-Score, il a été créé pour comparer 2 produits de la même catégorie. Et en fait, si on regarde, hop, uniquement, le pain de mie, il est Nutri-Score B. Ça reste néanmoins un produit ultra transformé, un produit dans lequel on va retrouver pas mal de sucre, on va également retrouver pas mal, de sel, un produit pauvre en fibres. Du coup, on n'est pas sur un produit très qualitatif, nutritionnellement parlant. Néanmoins, ce Nutri-Score va nous permettre de comparer éventuellement 2 pains de mie, soit un autre similaire d'une autre marque, soit un pain de mie qui n'aura peut-être pas de farine complète dedans. Et dans ce cas-là, bah, l'autre pain de mie un peu moins qualitatif sera certainement moins bien notifié, au niveau du Nutri-Score. Il sera peut-être en C ou en D ou même en E, je ne sais pas. Et donc, quitte à choisir un pain de mie, autant s'orienter plutôt sur un pain de mie avec un Nutri-Score A ou B qui sera plus qualitatif que les autres. Je vous ai mis pour illustrer l'exemple des paquets de céréales, petit déjeuner, que peut-être vous avez pour vos enfants ou petits-enfants ou même pour vous, hein, qui sait? Où là, bah, du coup, voilà 2 paquets de céréales, donc on est bien d'accord qu'on parle vraiment de céréales, de petit déjeuner, donc ça reste des aliments ultra transformés et pour autant, il y en a un qui est Nutri-Score A et un autre qui est Nutri-Score D. Donc en fait, ça signifie pas que les 2 paquets sont bons ou pas bons, ça signifie juste que le paquet à gauche, qui a un Nutri-Score A une meilleure qualité nutritionnelle que le paquet à droite qui a un Nutri-Score D. Et ce Nutri-Score, on est vraiment sur des calculs, hein, on est vraiment sur des statistiques. En fait, ça va être un classement avec du coup des aliments à favoriser. Donc un aliment qui est riche en fibres, qui a une bonne source en protéines, qui a des fruits et légumes ou encore des légumes secs, aura un Nutri-Score beaucoup mieux noté qu'un aliment qui va être riche en calories, qui aura des acides gras saturés, du sucre, du sel ou encore des édulcorants. Le Nutri-Score ne va prendre en compte uniquement, du coup, les ingrédients et la qualité nutritionnelle. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de Yuka. Yuka va se baser également sur les éléments nutritionnels, mais c'est beaucoup plus large puisque Yuka va également se baser sur la présence des additifs, sur le fait, qu'il y a un impact ou non au niveau environnemental, donc si c'est un aliment, issu de l'agriculture biologique ou non, et cetera. Donc Yuka, son calcul est beaucoup plus complexe et beaucoup plus abouti que Nutri-Score, par exemple. Et je vous parlais que le Nutri-Score a été
mise à jour, en effet, là, il y a quelques semaines, ça a été validé. Ils font maintenant la différence entre les acides gras saturés et les oméga-3. Et pareil, auparavant, on ne prenait pas en compte les édulcorants. Maintenant, les édulcorants sont mis en avant par le Nutri-Score et sont du coup sous-cotés. Ça fait partie des choses à éviter. Le Nutri-Score est défini directement par l'industriel. En fait, ce n'est pas une obligation d'annoter son aliment par le Nutri-Score, c'est une recommandation. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui oblige du coup l'agroalimentaire à mettre l'étiquette du Nutri-Score sur son emballage. Donc c'est vraiment l'État français qui fait un gros travail auprès de tous les agroalimentaires afin qu'ils puissent mettre en avant cette étiquette. Et surtout, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait maintenant quelques années que le Nutri-Score existe. Et on remarque du coup que les industriels ont changé un petit peu la formule de leurs produits pour essayer d'avoir un Nutri-Score beaucoup plus qualitatif. Il y a quelques années en arrière, le paquet de céréales petit déjeuner pour enfants en Nutri-Score A n'existait pas. C'était pas possible. Mais comme vous pouvez le voir, maintenant, ils ont mis un peu plus de blé complet, ils ont diminué un petit peu le sucre. Là, ils mettent bien en avant que c'est sans huile de palme, donc ils ont dû améliorer un petit peu la qualité de leur matière grasse, ce qui ont fait que, du coup, ça a permis d'augmenter leur note au niveau du Nutri-Score et donc d'améliorer également la qualité nutritionnelle de leurs produits. Et alors oui, on peut tout de même se fier au Nutri-Score, même si c'est l'industriel qui le définit, tout simplement puisque ce sont en fait une note qui est très cadrée et qui est contrôlée. Le Nutri-Score, il a été défini, j'ai une personne qui demande qui a défini les échelles du Nutri-Score. Alors, il a été défini avec un groupe d'experts au niveau de différents pays. Il faut savoir que le Nutri-Score est vraiment un logo qui est de plus en plus européen. En tout cas, tous les pays de l'Europe ne l'ont pas encore validé, mais ça a été mis en place avec plusieurs pays européens. Et c'est donc vraiment les experts de différents pays qui ont du coup choisi d'appliquer les normes par rapport aux études scientifiques tout simplement. Et en effet, comme dit MD, le Nutri-Score ne sert qu'à comparer un produit dans sa gamme de produits. En effet. Donc une bonne note pour un Nutri-Score n'est pas forcément un produit qualitatif, c'est un produit qui est juste meilleur par rapport aux autres qu'on peut retrouver sur sa gamme. Alors non, les normes ne sont pas revues régulièrement. Là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ça a été la première mise à jour, là, en 2025. Le travail a été fait en 2024, mais la mise à jour du Nutri-Score a été faite pour la première fois en 2025. Et je ne saurais pas retrouver la date d'application du Nutri-Score, mais ça fait quand même déjà quelques années. Par contre, au niveau du contrôle, chaque produit qui note son Nutri-Score est obligé de le déclarer et il y a forcément un contrôle qui se met en place derrière. Et c'est exactement la même chose si le Nutri-Score évolue. S'il y a un changement de recette et donc ça fait évoluer le Nutri-Score, il y a également une déclaration qui est obligatoire et donc contrôlée derrière. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez cadré. Et merci Sylvie pour l'ajout de la mention. C'est donc 7 pays européens qui ont adopté le Nutri-Score. Donc en effet, ça reste très peu et on a encore une bonne marge de manœuvre pour améliorer le système. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous invite du coup, avant de pouvoir raccrocher, je vous invite à remplir un petit formulaire de satisfaction, d'évaluation. Donc n'hésitez pas avec votre téléphone à scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Ça vous mettra directement sur un petit questionnaire. Vous en avez pour moins d'1 minute. Et pour les personnes qui n'auraient pas accès au QR code, je vais retrouver le lien et je vous le partage tout de suite du coup dans la conversation. J'ai juste besoin d'une petite manip rapide. Voilà, pour les personnes qui auraient des difficultés à scanner le QR code avec leur téléphone, dans la conversation, je vous ai mis un lien qui vous donne accès à l'évaluation de ce webinaire. Et en attendant, je vais continuer à répondre à vos questions. Donc, j'ai Sophie qui me questionnait sur la présence de glucides complexes dans les fruits et pas de glucides simples. Alors si, dans les fruits, ce sont des sucres simples. On est sur du sucre rapide.
Pour autant, en fait, dans les sucres simples, on a le sucre blanc, mais également les sucres de fruits et tous ne sont pas de la même qualité. Et les fruits, à côté de leur présence en sucre, ont également des vitamines, des fibres, de l'eau. Donc on est sur, de manière générale, des aliments bons pour la santé. Et alors on me demande si je préconise l'utilisation de Yucca. Euh, alors, en tant que diététicienne, en effet, vous pouvez, vous y référer. En tout cas, on est vraiment sur une application, qui est validée, vérifiée scientifiquement. Donc on est vraiment sur, une application très qualitative et très poussée en termes d'analyse des produits. Donc si vous souhaitez, vous rassurer sur les produits que vous achetez, n'hésitez pas à utiliser cette appli. Après, je dirais tout de même attention, en fait, à vouloir tout le temps tout contrôler les produits. N'hésitez pas à prendre du recul sur ce type d'application et sur les produits que vous achetez. Automatiquement, un aliment transformé reste un aliment transformé. Heu, de manière plus simple, je dirais que, hem, on peut revenir à des choses plus simples. C'est-à-dire en achetant des aliments bruts, on peut le passer sur Yuka, en fait, ça ne sert à rien, un aliment brut sera toujours plus qualitatif qu'un aliment transformé. Donc voilà, avant de vous obliger en tout cas à contrôler la totalité des étiquettes des produits que vous achetez, n'hésitez pas déjà à faire des choses plus simplement et acheter des produits un peu plus bruts. Là, il y aura pas de souci en fait, d'aliments transformés, de choses, inadaptées pour la santé et cetera. Alors j'ai une question sur la partie sur les achats de fruits et légumes bio, savoir si je les conseille ou non. Alors il y a plusieurs réponses. En fait, aujourd'hui, les études ne montrent pas qu'un fruit ou un légume bio est véritablement plus riche ou moins riche, en termes de vitamines, de nutriments et de fibres. En tout cas, les études sont à ce jour encore controversées. On n'a pas de validation scientifique pure et dure. Par contre, je préconise en effet l'achat et l'orientation auprès de produits bio autant que possible, tout simplement en termes d'impact environnemental. Il faut savoir que la consommation de produits bio va du coup limiter, notre impact environnemental et d'autant plus du coup, ça va réduire fortement, voire, totalement la présence, de pesticides, dans notre consommation. Donc voilà, pour la partie purement nutritionnelle, qualité nutritionnelle, à ce jour, les études scientifiques ne montrent pas un intérêt, significatif sur les aliments bio. Néanmoins, pour la partie environnementale et limiter la présence de pesticides dans notre alimentation, bien sûr que oui, j'oriente, fortement sur la consommation de produits bio. Et en effet, donc comme dit, Corinne, vive le fait maison, on peut plus facilement contrôler les ingrédients plutôt que d'être à l'affût et de contrôler, toutes nos étiquettes de produits transformés. Totalement. Je vous propose de rester encore connectés 5 petites minutes pour répondre éventuellement aux dernières questions. En attendant, voilà, je vous remercie encore une fois de prendre, quelques secondes pour, remplir, le questionnaire d'évaluation. Et du coup, voilà, ce webinaire a été enregistré. Il sera donc, en tout cas un mail vous sera donc transmis afin de pouvoir avoir accès au replay, au besoin. Je vous remercie fortement de votre, présence. Vous étiez très nombreux et je vous remercie de votre participation, via, le chat. Et bien entendu, vous pourrez, repartager, le replay, sans aucun problème. Et donc pour répondre à Sophie qui me questionne par rapport à une glycémie un peu plus haute, le sucre des fruits peut poser problème. Alors là, je vous invite vraiment à vous orienter auprès d'un professionnel de santé pour faire un point, puisque ça, en fait, ce ne sont pas des réponses collectives, c'est vraiment quelque chose de très individuel et ça va vraiment dépendre de vos habitudes de consommation. En soi, même avec une glycémie haute, on peut consommer des produits sucrés, que ce soit des fruits ou autres produits sucrés. Ça doit seulement se faire dans un équilibre alimentaire. Donc je vous invite fortement, voilà, soit à prendre contact auprès d'un diététicien ou bien éventuellement de refaire le point avec votre médecin, sur, cet élément-là. Et en effet, Manon, les consultations auprès d'un diététicien ou une diététicienne sont souvent prises en charge, chez certaines mutuelles. Pour répondre à Nadia, le cadmium, en effet, c'est un produit toxique que l'on va retrouver dans certains aliments et dont une concentration trop forte, a des effets néfastes sur la santé, notamment ce produit a tendance à favoriser, des cancers. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien est-ce que nous pouvons, quitter, tranquillement, cette visio?
Je vous remets juste du coup une dernière fois le lien sur le questionnaire dans la conversation, parce que du coup, il y a eu pas mal d'échanges depuis. Une visio sur la nutrition et la santé des bébés pourrait-elle être envisagée? Alors, ce n'est pas prévu pour le moment au programme. Néanmoins, nous allions réaliser une petite vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vais essayer de vous remettre le lien. Où dessus, justement, on parlait de l'axe santé environnementale, alimentation de l'enfant. Enfin, plus précisément même du bébé. Je vais essayer de vous mettre le lien de retrouver rapidement le lien. Voilà, je vous mets le lien du coup de notre chaîne YouTube et dedans, vous allez retrouver donc plusieurs vidéos. Et il y en a une qui s'appelle Rencontre santé. C'est donc lecture d'étiquettes et pardon, lecture d'étiquettes et parentalité. Donc vous allez retrouver pas mal d'éléments sur la petite enfance. Eh bien, écoutez, je vous remercie donc à toutes et tous de votre présence et je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à bientôt dans une prochaine rencontre santé. Belle journée à vous. Au revoir.